Chers collègues, honorable assistance, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le comité d'organisation pour son invitation. C'est un honneur et un privilège de contribuer à cet événement et un immense plaisir d'être parmi vous. Ma présentation portera sur l'intérêt des dosages in situ, et ça sera à travers des cas cliniques. Et par la suite, on va aborder l'ablation des kystes thyroïdiens par injection percutanée d'éthanol. Les dosages in situ concernent principalement trois paramètres en fonction du contexte clinique. Ça sera la thyroglobuline pour les carcinomes différenciés de la thyroïde, la calcitonine pour le cancer médulaire de la thyroïde, et enfin la PTH pour détecter et confirmer les adénomes parathyroïdiens. Cette conférence expose le rôle actuellement dévolu à l'échographie interventionnelle dans l'exploration des pathologies tumorales thyroïdiennes et parathyroïdiennes. Elle reprend les plus récentes recommandations publiées qui sont celles de l'Européenne et de l'American Thyroid Association. Nous allons commencer par la thyroglobuline. Comme principe, il est simple, c'est de doser la thyroglobuline dans le liquide de rinçage après ponction, la TG étant le marqueur spécifique des cellules thyroïdiennes, sa présence dans un ganglion signe l'origine thyroïdienne métastatique en dehors de quelques cas très exceptionnels d'ectopie thyroïdienne. Les indications concerneront donc les ganglions suspects découverts à l'échographie, principalement les ganglions kystiques, et dans le suivi post-opératoire devant la suspicion de récidive ganglionnaire et en cas de cytologie pauvre ou non contributive. L'interprétation doit être prudente si la thyroïde est en place et il n'y aura pas d'impact ou d'interférence avec les anticorps anti-thyroglobuline sériques dans le sang. Il s'agit donc d'un complément idéal de la cytologie écho-guidée avec une sensibilité très importante. Il permet d'éliminer l'atteinte ganglionnaire dans la quasi-totalité des cas. Il se considère supérieur à la cytologie dans certaines situations, notamment en cas de ganglion kystique. Le couple cytoponction TG in situ est donc l'outil le plus performant pour la détection des métastases ganglionnaires en préopératoire des cancers thyroïdiens, mais aussi dans la détection des persistances et des récidives en post-opératoire. Dans notre pratique, on suit les recommandations en utilisant des aiguilles ultra fines de 25 à 27 gauges et on associe systématiquement à la cytologie, à l'étude cytologique, un dosage de la TG in situ en cas de cytoponction ganglionnaire. Même si les seuils ne sont pas consensuels, on s'est mis d'accord pour le seuil de 1 nanogramme pour infiltration ganglionnaire. Et puis, pour la positivité, c'est en fonction du contexte, mais il faut savoir que généralement, les taux sont très importants. Dans ce papier, on précise qu'il n'y aura pas d'impact des taux sériques des anticorps anti-TG ou du seuil de TSH dans l'interprétation des résultats de la TG in situ. On commence par ce cas clinique qui illustre la présence d'un hautement suspect ThyRAD 5. Au début, la cartographie était blanche, mais en faisant un examen très soigneux, découvre difficilement une adénopathie qui semblait physiologique, au début hypoïcogène, avec une présence du IL, mais en fait, il y avait une kystisation plutôt qu'un aspect hypoïcogène, et nous avons décidé de faire une ponction avec dosage de TG in situ qui est revenu à 17 069, signant la métastase de ce nodule. Vous voyez ici que la cytologie ganglionnaire est revenue bénigne en faveur d'une adénite et que la cytologie du nodule est revenue Bethesda 6. Et donc la TG in situ a pu finalement
faire la bonne cartographie. Dans ce deuxième cas, dans le cadre du suivi d'un carcinome papillaire de la thyroïde, l'échographie découvre la présence de 2 adénopathies. Après avoir ponctionné ce site-là, la cytologie revenait bénigne. Vous voyez que, par contre, la TG in situ est revenue franchement positive. L'anapathe avait confirmé la nature métastatique de ces 2 ganglions parmi 42 ganglions opérés sur le curage. Un autre cas où la discordance entre l'évolution d'un carcinome papillaire de la thyroïde traité par chirurgie et immunothérapie et une récidive ganglionnaire massive. Vous voyez ici que la TG plasmatique était indétectable, une déformation de l'iode. L'évolution se fait rapidement l'apparition de métastases ganglionnaires massives. Nous avons constaté que l'aspect échographique n'est pas classique en faveur d'une souche différenciée de la thyroïde, et c'était plutôt des ganglions hypogènes très vasculaires au Doppler. Nous avons commencé à doser la TG in situ avec la TCT in situ. C'est avéré que le taux de la TCT in situ supérieur à 200 000 signe la présence d'un cancer, d'une métastase, d'un cancer médulaire de la thyroïde. Nous avons récupéré les blocs anapathes qui avaient tranché par rapport au diagnostic final. C'était un cancer mixte associé à un carcinome de la thyroïde et un carcinome papillaire. Une autre situation qui semble très utile, c'est dans le cadre de suivi d'un carcinome papillaire, on constate des images de l'ange, c'était vasculaire. En fonction de notre pratique, on pose 2 paramètres TG et PTH quand la TG revient négatif. Et donc, sur le même tube de rinçage qu'on conserve, on complète le dosage de PTH, et c'est avéré que c'était un adénome parathyroïdien en rapport avec une calcémique. De l'autre côté, la éteinte sur le plan Doppler, les 2 marqueurs étaient négatifs. C'était en faveur donc sans matériel de cytologie, de cytoponction, et c'était finalement un granulome de fibres non fonctionnelles. On passe à un autre chapitre, c'est le microcarcinome de la thyroïde. Vous savez, bien évidemment que le carcinome est difficile à lire sur le plan cytologique. Ce qui nous a poussé à ponctionner cette microlésion, c'était les taux de TCT qui grimpaient dans le temps et qui restaient modérément élevés. Le taux de TCT in situ revient supérieur à 1 million, donc confirmant la présence d'un carcinome médulaire de la thyroïde. Voici un papier de la littérature qui montre à peu près les taux de TCT in situ en présence d'un cancer médulaire de la thyroïde, au sein d'un cancer médulaire de la thyroïde. Parfois, il y a un facteur qui pourrait faussement rassurer la TCT, comme c'est le cas de l'insuffisance rénale. Mais une échographie soigneuse avait permis de mettre en évidence une microlésion de 5 mm et dont la cyto était non contributif, mais le taux de TCT in situ a pu redresser le diagnostic de cancer médulaire de la thyroïde. Et voici l'anapathe qui confirme le diagnostic. On passe à la PTH in situ. Pourquoi PTH in situ? Vous savez que malheureusement, le couple n'aboutit pas toujours à un résultat concluant. Et à ce stade, la chirurgie exploratrice pourrait être discutée, et c'est déjà une bonne raison qui nous pousse à chercher
d'autres alternatives avant le ciel ouvert. C'est une raison pour laquelle plusieurs sociétés savantes recommandaient depuis des années la réalisation de ce geste. Et avec le temps, la médecine nucléaire a inclus la PTH in situ dans les guidelines dans un but d'augmenter la spécificité diagnostique et la recommander dans certaines situations. Commençons par ce cas de grossesse qui a été hospitalisé pour hypercalcémie maligne. Bien évidemment, la scintigraphie est contre-indiquée et c'est pour cela nous avons réalisé une PTH in situ qui confirmait le diagnostic afin de procéder à un geste mini-invasif au cours de la grossesse. La moitié presque de notre série n'avait pas fixé le traceur MIB, c'était une indication indiscutable de PTH in situ. Les petites lésions, les petits adénomes parathyroïdiens, c'est une bonne indication avec une haute précision de ponction. Les adénomes à PTH intrathyroïdien est une réalité. Dans ce cas, ce patient-là avait un résultat de SPECT-CT MIB négatif et on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de lésion parathyroïdienne dans les loges. On n'avait que ce nodule intrathyroïdien et finalement, c'est avéré que c'est un adénome intrathyroïdien. Les hyperparas récurrentes est une recommandation de réaliser la PTH in situ. Dans certaines situations où le nodule paraît thyroïdien postérieur avec un résultat de cytoponction bêtise d'A4, il est préférable de vérifier ces lésions en réalisant un dosage de la PTH in situ car il peut s'agir d'adénome parathyroïdien enchâssé dans le mur postérieur de la thyroïde. Nous avons vu quelques cas de cytoponction maligne, de lésions intrathyroïdiennes, mais devant le contexte d'hyperpara, nous avons vérifié la PTH in situ, c'est avéré que c'est des adénomes parathyroïdiens et qui ont fixé parfois le traceur MIB lors de la réalisation de la scintigraphie. Les adénomes kystiques, comme vous le savez, la cyto est non concluante et la PTH in situ trouve son intérêt majeur. Les adénomes parathyroïdiens difficiles à détecter, comme l'illustre ce cas d'adénome parathyroïdien rétropolaire supérieur qui mimait un muscle non vertébral. Et vous voyez que la scintigraphie était négative à 3 reprises. C'était la PTH in situ qui a pu retenir le diagnostic d'adénome parathyroïdien. Pareil pour ce nodule enchâssé dans la thyroïde, dans la partie postérieure de la thyroïde, ou si c'était une P4 qui fixait pas le MIB. C'était grâce à la PTH qu'on a redressé le diagnostic d'adénome parathyroïdien. Pour conclure ce chapitre, on peut dire que le dosage de la TG in situ est un outil très fiable pour le diagnostic pré- et post-opératoire des infiltrations ganglionnaires, des carcinomes thyroïdiens, mais aussi des récidives de loge. Le dosage in situ de la PTH constitue par ailleurs un outil très fiable aussi pour le diagnostic des lésions parathyroïdiennes inévitables en l'absence d'une fixation à la scintigraphie. On passe au deuxième thème, c'est l'ablation des kystes thyroïdiens par l'injection percutanée d'éthanol. Depuis plusieurs années, cette technique est recommandée par de nombreuses écoles aux États-Unis, en Europe, et en 2018, la Société coréenne de radiologie a émis des recommandations sur l'utilisation de l'éthanol pour le traitement des nodules thyroïdiens. Elle a conclu que l'éthanol devrait être le traitement de première intention des nodules kystiques. Une revue de la littérature partage ce point de vue. Parmi les indications de cette technique, nous parlerons des lésions, essentiellement des lésions kystiques, mais nous allons aussi présenter un cas de nodule toxique et un cas d'adénopathie métastatique kystique réfractaire à l'irathérapie. Tout d'abord, une cytologie par aspiration à l'aiguille fine est requise.
Avant le traitement, il doit révéler une cytologie bénigne, bêtise-DA 1 en précisant la nature kystique ou bien bêtise-DA 2. Le matériel est assez simple, il est composé d'une seule aiguille introduite et laissée en place pendant toute la procédure et de plusieurs seringues, une pour aspirer le kyste, une autre pour laver le kyste par le sérum physiologique, une pour injecter de l'éthanol et une seringue dédiée au rinçage final de l'aiguille avant son retrait. Il s'agit donc de 4 étapes pour notre pratique. On draine le kyste, on le lave par le sérum physiologique, on évacue le sérum, puis on injecte l'éthanol et on le laisse quelques minutes et puis on l'évacue à la fin de la procédure. L'intervention ou bien le geste est réalisé en ambulatoire. Une asepsie stricte est nécessaire. Aucune anesthésie locale pour nous n'est nécessaire. En cas de lésion kystique, une aiguille est insérée si possible à travers l'isthme afin d'éviter toute fuite lors de l'injection d'éthanol. Le kyste doit être drainé aussi complètement que possible afin de ne pas diluer l'éthanol qu'on va injecter. Le laisser environ 1 cm3 de colloïd pour une bonne visibilité de l'aiguille. Après aspiration du contenu kystique, on peut effectuer un lavage au sérum physiologique. La pointe de l'aiguille doit rester à distance de la paroi afin de ne pas la traumatiser, notamment la paroi postérieure. Troisième étape, l'opérateur injecte ensuite soigneusement une quantité appropriée d'éthanol pur sous contrôle échographique constant afin de s'assurer du bon positionnement de l'aiguille et de l'absence de fuite extranodulaire. Avant de retirer l'aiguille, nous injectons quelques gouttes de sérum afin de la rincer. Cette astuce vise beaucoup plus à réduire la douleur liée à l'accumulation d'éthanol sur le trajet de ponction. L'éthanol peut être injecté directement sans laver le kyste, lentement, 1 cc par 1 cc, en attendant de revoir entre-temps la pointe de l'aiguille entre chaque injection d'éthanol. Ne jamais dépasser les 50% du volume zinqué, bien drainé. Généralement, 10 cc maximum sont suffisants. Après le retrait de l'aiguille, une compression soigneuse du site de ponction est réalisée. En fin de traitement, une cure de corticothérapie orale est pour nous systématique. Il n'existe pas de consensus clair sur la quantité minimale ou maximale d'éthanol à injecter, ni sur la nécessité de le réaspirer ou non, ni sur la durée pendant laquelle l'éthanol doit être laissé. C'est en moyenne 5 à 10 minutes s'il doit être réaspiré. Nous n'avons pas constaté de différence significative entre la méthode d'aspiration d'éthanol et celle de laisser l'éthanol en place en dehors du confort. Voici l'évolution à 3, à 6, à 9 et à 12 mois après l'ablation à l'éthanol d'un kyste compressif de 43 cc. Il ne reste presque plus rien. Parfois, nous dépassons nos attentes et nous obtenons une résorption complète du kyste, comme l'illustre ce cas. L'aspiration à l'éthanol peut être préférable. De l'éthanol reste préférable pour traiter les nodules à prédominance kystique, car nous pouvons espérer une résorption comparable à celle obtenue avec la technique de rétention de l'éthanol avec moins de douleur. Voici l'évolution d'une hématocèle ismolobre gauche mesurant initialement 22 cc après 1 mois d'ablation, puis à 6 mois. On peut observer l'affaissement total du kyste avec un volume résiduel de 0,1 cc après quelques mois. Voici d'autres exemples de cette technique extraordinaire tels qu'ils sont présentés sur les diapos. On voit clairement l'amélioration du score esthétique sans chirurgie. Ce volume kyste a initialement été adressé pour chirurgie car n'était pas drainable. Notez l'absence du renforcement postérieur témoignant de contenu épais du kyste. Si le liquide est épais, l'ablation peut être réalisée en 2 temps. Une injection d'éthanol est d'abord réalisée pour réduire la viscosité, c'est ce qu'on appelle la dissolution.
Et puis, nous avons instillé une petite quantité d'éthanol lors de la première séance. À J15, le volume passe de 31 à 45 cc, donc il y a une augmentation du volume avec réapparition d'un renforcement postérieur, la flèche rouge, indiquant la dissolution en liquide en séance d'ablation à l'éthanol est alors réalisée. À J45, on constate une disparition quasi totale des kystes avec un volume résiduel de 0,1 cc, ce qui donne un volume de réduction de 99%. Voici le résultat final après dissolution d'un kyste typé, après un traitement initial par dissolution à l'éthanol, suivi d'ablation complète. Dans un cas impressionnant, nous avons constaté une réponse spectaculaire après seulement une installation de 1/10 cc du volume, centimètre cube du volume kystique colloïde épais, sans passer par la deuxième étape. Ici, c'est tout simplement spectaculaire l'évolution de ce kyste thyroïdien qui était non seulement géant, compressif, déviant la trachée, mais aussi très dur à continuer épais. La première étape, c'était la dissolution par instillation d'éthanol. Quelques semaines après, le volume passe de 90 à 140 cc, mais il n'était pas compressif, assez plus compressif parce que le contenu est devenu plus liquéfié et aspirable, ablaté par la suite par éthanol. Et au résultat final, après 2 mois, 99% de réduction passant à un volume de 1,5 cc. Ici, vous voyez que le geste peut être anodin, sans cicatrice, non hémorragique et voire même non douloureux, si on respecte les recommandations du geste. Ce cas illustre le cas parle d'un nodule thyroïdien volumineux qui dépasse les 100 cc avec un score esthétique à 4, toxique, c'est une hyperthyroïdie FT3, mixte, majoritairement kystique, étant réticent à la chirurgie, nous avons tenté l'ablation par l'injection d'éthanol, utiliser bien évidemment la composante kystique, mais aussi la partie solide qui mesurait 20 cc hypervasculaire et qui fixait à la ceinture. Nous avons injecté d'éthanol dans la partie solide, évolution après 7 mois, réduction volumétrique de 84%, passant à un volume de 16 cc, avec une vascularisation éteinte au Doppler et le patient est en thyroïdie. On termine notre présentation par le cas d'une adénopathie métastatique d'un carcinome papillaire de la thyroïde réfractaire à l'iode. Après l'avoir confirmé par TG in situ, nous avons décidé, après concertation du comité, d'une ablation par éthanol et vous voyez que le volume passe c'est-à-dire il diminue de 70% seulement 3 mois après une séance. Pour conclure, on peut dire que l'injection percutanée d'éthanol est le traitement de première intention du nodule kystique symptomatique et prédominant qui récidive après aspiration, qu'il soit liquide ou épais. L'efficacité de l'injection doit être évaluée cliniquement et par échographie cervicale 3 à 6 mois après l'intervention, après le geste, puis selon l'évolution de la maladie, et je vous remercie.